Bonjour à tous. La quinzaine du 30e de la conférence des forces vives de la nation sur votre chaîne de télévision. Merci d'être encore ce matin avec nous pour cette séquence-là que nous consacrons les matins depuis 5 jours, sixième journée aujourd'hui, donc cinquième journée, pardon, ce matin à cette célébration-là. On va installer le chroniqueur politique Agapit Napoléon Mafolican. Bonjour à vous. Bonjour Latifou, j'espère que vous n'avez pas de problème d'arithmétique. C'est bon, cinquième jour. Ça peut aller, cinquième jour. Parfait, bonjour à nos téléspectateurs. Voilà, alors, consultant politique, expert en gouvernance, expert électoral, consultant médias et communication. Bien choisi donc pour ce marathon-là, chaque matin, bien évidemment, qui nous permet de revivre les jours que les délégués ont passés à PLM Alédio pour redessiner, on va dire, l'avenir politique, mais aussi l'avenir tout simplement de notre pays. Ce jour-là, il y a 30 ans, la conférence donc à PLM Alédio abordait sa 3e journée. Il y aura, vous le verrez bien, il y aura un intrus. Non, pas un intrus, mais un invité imprévu, Mathieu Kérékou. Mais avant, on va revenir sur hier où on s'est séparé consultant sur ce qu'a été cette 2e journée-là, notamment avec la présentation du présidium donc dirigé par un prélat dont on va un peu parler ce matin. Alors, dites-nous, après l'installation du président, présidé par notamment, on va dire, Monseigneur Isidore de Souza, l'ambiance a changé. On va y revenir un peu avant d'aborder la 3e journée. Oui, juste quand même dire que Kérékou n'était pas qu'un invité surpris, parce qu'il avait sa place à la conférence nationale. De toutes les façons. C'était un participant. Parce que le bureau politique du comité central avait sa place et il a sa place. Donc, il était le président de ce bureau politique. Et il ne pouvait pas ne pas être participant. Donc, il avait sa place. C'était un participant à la conférence. C'est le chef de l'État. Il ne pouvait pas arrêter là. C'est lui qui a convoqué la conférence. Il ne pouvait pas non plus... il devait attendre aussi pour recevoir les conclusions. Donc, il avait une position double. C'est pour dire que à tout instant, il pourrait y aller. C'est vrai que ce mercredi 21 février 1990, il a fait éruption. Non, il a demandé à venir. Il a demandé à venir. Ou Monseigneur de Souza l'a fait venir, ou le bureau du présidium lui a demandé de bien vouloir venir. Il a demandé. En clair, c'est lui qui a demandé. Il a demandé parce que ça se chamaillait, ça bavardait, ça allait dans tous les sens. Il y avait des questions préalables, préjudiciables. Il y avait toutes sortes tout le lex juridictionnel, juridico-politique, intellectuel, rébellion, tout le lexique qu'on pouvait avoir était déroulé. L'époque était favorable à entre tout le 19, ça, entre le 19 et ce mercredi 21. Alors donc, faut à propos, Mathieu Kérékou décide donc de venir pour clarifier. Et je vous avoue, ça en moins de 15 minutes, il a réglé l'affaire. Il a décanté la situation, on va y revenir. Voilà, d'accord. Mais on parle de la 2e journée. Oui. De la fin de la 2e journée, on peut dire que les choses sont revenues au calme. Dès que le président est installé, Monseigneur de Souza a demandé à que chacun prenne la parole. C'est parce qu'on aura le son. Il faut bien qu'on joue le son de Monseigneur de Souza, même si c'est pas aujourd'hui. Il faut qu'on retrouve ce son. Dans la quinzaine de toutes les façons. Il a demandé que chacun puisse exprimer sa pensée. C'est là que les Béninois doivent apprendre à parler. Il a demandé qu'on n'invective pas, qu'on pose son problème, qu'on dise ce qu'on veut, qu'on pense de la situation et surtout quelles sont les solutions qu'on envisage de la crise. Parce que, il ne faut pas oublier, la conférence est convoquée parce qu'il y a crise. Il y a quelle crise? Et quelle crise? C'est pas la crise politique. Les institutions du PPB tournaient à merveille, il faut le dire, sans fioriture. Politiquement, ça tournait. On venait de terminer des élections. Sans heure. Législatives, où on a installé une nouvelle législature, la 3e de l'Assemblée nationale révolutionnaire. Un nouveau gouvernement est en place. Le programme d'ajustement structurel était négocié. Et à la commande, il y avait 2 ministres sur lesquels je tiens. Il y avait naturellement le ministre de l'économie et des finances, dont on parle très peu. Un colonel, Didier Dassy. Il faut qu'on revienne un jour là-dessus. Didier Dassy, le colonel, intendant militaire, il a conduit avec beaucoup de doigté, beaucoup de professionnalisme et vraiment avec une rigueur militaire, mais une disponibilité également que les militaires savent, dont ils ont fait preuve
Et avec beaucoup également d'humilité. C'est un gars qui restait souvent derrière, mais tu es imposant par la taille, imposant par la carrure, mais imposant également par le professionnalisme. Le colonel Didier Daci, on en parle très peu. Avant lui, c'était lui et Ifede Oguma, qui était un cacique du parti, qu'on avait mis sur le pass. Donc, il fallait bien quelqu'un du parti pour qu'au niveau du bureau politique, ça bavade pas trop. C'est eux les tenanciers du dogme. Il fallait bien qu'ils y soient pour que ça puisse être facile. En août 89, il est effacé et il a laissé sa place à Robert Dossou. Et donc, pour négocier le pass, il y avait Robert Dossou, ministre du Plan, et le colonel Daci, qui était le ministre des Finances. Justement, lui, aux commandes, 3 ans auparavant, qui gérait les affaires du finance. Donc, voilà un peu le plan, le casting de l'époque. Je parle parce que, en fait, c'est la raison pour laquelle la conférence, il y avait la banqueroute, et il fallait trouver des voies et moyens pour décanter la situation. La pression des gestions de Bretton Woods, la pression des besoins de l'extérieur, la pression de la géopolitique. Il fallait ouvrir quelque chose. Le débat, on demandait qu'au moins en intervenant, quand chacun finit de se défouler, qu'il dise au moins quelles sont ses options pour la sortie de crise. Alors, se vider, hein, une démarche clé aussi de la réconciliation, une étape de la réconciliation. En tout cas, je ne sais pas si c'est Robert de c'est leur allégorie ou c'est qui, ou bien c'est à la conférence, lorsque vous mettez l'eau au feu et vous mettez le couvercle, et ça bout au-delà de 400 degrés, qu'est-ce qui se passe? Il y a la vapeur. Et quand vous avez une matière qui lui permet de faire de la mousse, donc de produire plus de vapeur, ça soulève le couvercle. C'est ça le problème. Si ça ne soulève pas le couvercle, lorsque vous enlevez le couvercle, il y a cette buée, la buée de vapeur, cette buée de chaleur qui sort, qui est de l'eau, mais l'eau vaporisée. Donc du coup, lorsque vous confinez les libertés, à un moment donné, vous les lâchez, c'est la même chose. Lorsque vous fermez les bêtes dans leur enclos, le jour, quand vous ouvrez le matin pour qu'ils aillent, vous voyez comment ils sortent il y en a qui sortent, votre chien qui est encagé, lorsque vous l'ouvrez le matin, quand il sort, il court dans tous les sens d'abord, parce qu'il jouit de la liberté. Exactement. Donc, les gens avaient besoin de se libérer. C'était le PRPB, il faut peut-être, comme je dis, moi, je ne pardonne pas notre paresse intellectuelle qui nous empêche de scruter bien ce moment et d'écrire. Le PRPB n'empêchait pas les libertés. C'était quand même un système particulier, un cadre. Après, il n'interdit pas. C'est quand vous les attaquez que vous êtes en accord. Vous pouvez dire votre position. La preuve, Paul Moutondi, 89, à la fin du système, au début 90, Paul Moutondi, professeur de philosophie à la faculté des lettres, un peu esprit libre, voilà. Il sort son journal, Vaincre la peur, l'opinion. L'opinion, le journal s'appelle. Et il lui met un éditorial, Vaincre la peur. Or, avant lui, les autres ont demandé l'autorisation du parti de l'État. C'est-à-dire, Soumanou pour la Gazette du Golfe, Denis Odonou pour Tatam Express, et Christian Diagoué pour Eco Magazine, Eco du Golfe. En 87, ils ont l'autorisation. On n'était pas encore en démocratie. On n'était pas encore en démocratie. Le système tendait. Les privés sont allés vers le comité, vers le gouvernement. Ils ont reçu l'autorisation et ils ont commencé. Et d'ailleurs, le coup les a reçus et tensés à un moment donné. Bon, mais on ne va pas faire de cette digression. Mais la digression à faire, c'était de dire que simplement que Paulin Moutondi, janvier 90, sort son journal, L'Opinion, qui n'a pas reçu l'autorisation du comité central, ni du gouvernement, ni de la direction de l'information et de la propagande. Mais qui n'a pas été fermé. Non, parce qu'il a mis Vaincre la peur. Et il demande que, en fait, on n'a pas besoin d'autorisation pour sortir un journal. Mais il avait raison. Parce que justement, la loi 72 du 30 juillet 1960, relative à la liberté de presse, n'était pas abrogée. Elle n'a pas été abrogée, même sur la Révolution. L'homme sur le colportage n'a pas été abrogé. En réalité, le PRPB a encadré l'ORTB, la TV nationale, la radio nationale, les organes officiels, mais n'a jamais interdit les organes. N'a jamais pris un acte d'interdiction. Personne n'avait osé. Tout le monde estimait qu'on ne pouvait pas. Donc, un jour, Kérékou a reçu la presse. Et notre doyen, par exemple, Philippe Nsek, il prend la parole. Et il dit, oui, président, on a peur de vous, machin, tout ça là. Mais bon, voilà, parce que, il dit, mais vous avez peur de nous. On dit que vous êtes les organes de marche du parti.
c'est vous qui nous aidez à mettre la révolution, à parler de la révolution, à mettre dans les populations, à mettre la révolution dans la population. Mais si vous avez peur, ça veut dire que mais, vous faites peur aux populations, un truc comme ça. Donc, Kékou revenait de loin. Pour lui, tout ça coulait de source. Et Philippe Nisek a parlé. D'autres aînés de l'OETB, un ou deux autres ont parlé. Mais ils n'ont pas été enfermés. C'est vrai que le régime s'essoufflait. Mais il fallait avoir un peu de courage pour dire les choses de manière sensée. D'où les régiments comme tous ceux qui sont restés dans le système, enfin, pas membres du Parti de la Révolution populaire du Bénin, sont restés en lisière du système sans jamais être membres du PPB. Un gars comme Karim Draman, professeur, je pense de la biologie, voilà, tout ça là, ancien recteur de l'Université nationale du Bénin, mais en 85, directeur quand il y a eu la grève. Beaucoup croyaient qu'il était membre du PPB, qu'il n'a jamais pris la carte du parti. Mais, professeur, on estimait qu'il pouvait faire le job, on l'a nommé. Bon, donc, beaucoup ont été nommés comme ça, sans jamais avoir été membre du parti de la Révolution populaire du Bénin. Mais ils ne sont pas dans la... Eux, ils ne s'occupent pas du système. Ils laissent le système fonctionner comme un système normal d'un pays, comme le système dirigeant. La superstructure, les structures, les gouvernants, eux, ils se considèrent comme les gouvernés. Et on leur donne les positionnements, ils prennent et ils font leur travail technique, mais en respect des pouvoirs en place. C'est une attitude en sociologie politique, en parlant. Ça veut dire vous adhérez à la dynamique à l'interne. Vous n'êtes pas là pour la remettre en cause. Vous servez la dynamique, mais vous ne la servez pas en termes d'engager, vous la servez en termes de citoyen. Alors, cette deuxième journée-là, finalement, avec un présidium, le prélat en tête avec son bonnet, c'est impressionnant. Mais finalement, comment est-ce que ça se passe? Quels sont les thèmes clés de ce défoulement-là qui se poursuit malgré le présidium? Oui, c'est vrai. Je vous ai parlé de Monseigneur hier. C'est vrai que le pasteur Henri aurait pu. Mais bon, voilà. C'est vrai que l'histoire aurait pu nous envoyer Monseigneur Robert Sack. Ce ne fut plus lui. Donc, du coup, c'est mon éditeur de Sousa, coadjuteur et archevêque, coadjuteur de Cotonou. Donc, qu'on a appris à découvrir. Sauf ses fidèles le connaissaient beaucoup. Ceux qui sont restés dans cet environnement, grand monde, nous, on ne connaissait pas trop. On a commencé par découvrir cette voix, ce personnage, la voix avec quelque chose aussi qui retienne. C'est pas une voix ordinaire, c'est une voix de prélat, donc de quelqu'un qui sait professer, mais qui sait parler à des adultes, à des responsables, et qui a réussi à les calmer. Donc il a donné la ligne de conduite, et on a commencé à avoir un brin de discipline. C'était pas encore la discipline. Parce qu'il y avait, je vous l'ai dit, il y avait des Français, il y avait un certain nombre de lexiques qui méritaient et que des académiciens politico-juridiques du système ou de moment s'en occupent. C'est-à-dire quoi? Question préjudicielle, quelle doit être l'issue des travaux? Qui va prendre nos conclusions? Qu'est-ce qu'on en fera? Nous, on n'est plus prêts à laisser ça. Le PPB, c'est terminé. Quel coup, c'est fini. On n'en veut plus. Il est temps qu'il parte. Il n'a qu'à partir. Le gouvernement, ça n'existe plus. Le bouillonnement social se poursuit là. Oui, mais dans un environnement maintenant discipliné. Nous n'avons plus de constitution, nous sommes dans un état de fait. Enfin, nous sommes dans un état où les autorités qui sont là de fait parce qu'ils n'ont plus de légitimité et le choc légal sur lequel ils s'appuyaient, la constitution s'est affaissée. Et après ils vont rentrer eux-mêmes, ils l'ont détruit, ils l'ont brûlé. Donc, ils n'ont plus de raison de rester. Voilà ce que nous avions entendu. Et imaginez qu'entre quelqu'un comme Adrien Mbedi, qu'on a déjà fiché comme l'homme de la France, et ça a braqué beaucoup, et que d'autres, comme professeur Théodore Olo, il y a eu des prises de bec, parce que les Théodore Olo estimait qu'il n'y avait plus de constitution. Il n'y avait plus de raison que le système se mettait en place. Il fallait bien se mettre en place. Il fallait bien passer à autre chose. Et Adrien me dit que oui, c'est vrai, on a sauté l'idéologie du parti, mais que la constitution du 11 août 1977 était encore une constitution en place, même si elle n'est plus totalement applicable. Et que donc les autres bénéficient encore d'une légalité de fait.
enfin, inspiré de cette constitution, même si le système doit reconnaître, il faut bien maintenant trouver la voie idoine. Les doctrines s'achoppent. Les doctrines s'achoppent. Et je me rappelle encore ce coup de Gaulle de Robert Dessous, laisse le débat juridique. Si on veut faire un débat politique, faisons un débat politique. Si on veut faire un débat juridique, faisons un débat juridique. Mais ne mélangeons pas, parce qu'en réalité, les gens mélangeaient. Normalement, enfin, pour ceux qui font la science politique, une constitution, des autorités en place ne peuvent quand même pas disparaître totalement. Parce que la constitution même, c'est les gens qui font la constitution. L'État, c'est un territoire, des populations, un pouvoir en place. Alors, ça veut dire que si le pouvoir a disparu, c'est que l'État a disparu. Et alors, qui les a fait venir ce jour-là? Pourquoi ils sont arrivés? Pourquoi ils ont écouté le discours du président de la République? Alors donc, je pense qu'en matière de Sciences Po, on peut faire de non-développement. Il est évident que même si la constitution du 26 août 1977 n'était pas applicable, n'était plus réellement applicable, et que le système s'est naturellement effondré, on ne pouvait pas faire du dégagisme systématique à ce moment-là. Il fallait justement aller doucement vers ce qui s'est finalement passé. Mais bon, on est qu'au vendredi, on est qu'au mercredi 21 février 1990. Et donc, tout ça s'est chopé. Et donc, chacun parlait, Robert Dessous a tenté d'équilibrer, il a été naturellement hué, parce que bon voilà, on le classait du camp déjà et ça, je sais pas, je vous l'ai dit hier, Robert Dessous, c'est un peu ce que, vraiment, comme je dis, moi, j'ai bien envie qu'on lui rende hommage, parce que c'était comme les métis sous l'apartheid. Étrangers de tous les côtés. Les métis sous l'apartheid, c'est quoi? Les Blancs les considèrent comme les Noirs les considèrent comme les Blancs. Et c'était la position de Maître Robert Dessous un peu à l'époque. Personne ne l'acceptait, personne n'estimait que tout. Mais il a tenu à faire passer à chaque fois quand il avait... Qui était la voix du milieu, mais la voix très importante dans ces chamailleries-là. Alors, vous avez dit qu'on discutait bien évidemment un défouloir qui se poursuit, mais dans la discipline cette fois-ci. Certes, c'est là le début, on va dire, de ce qu'apporte le prélat dans ces débats-là. Finalement, est-ce que c'est une complicité de ce monde chaud ou c'est lui-même qui dégage quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir contenir tout ça? Vous comprenez que dans la cacophonie, à Sodome et Gomorrhe, rien ne pourrait être faux. Et dans l'atmosphère de Sodome et de Gomorrhe, de potable. Bien, donc il fallait bien qu'on s'écoute. Et donc ça, il faut que Monseigneur a réussi. Je vous l'ai dit, un prélat, d'abord fabrique des intellectuels de haut niveau. Alors, celui qui a pu passer ce cap est évêque. De surcroît, archevêque, même s'il est adjoint de l'archidiocèse, le seul de l'époque, c'était pas n'importe qui. Il était professeur à l'UCAO. Donc c'est quelqu'un après l'avoir été ailleurs. Donc il a la rhétorique. Ça, n'oubliez pas. C'est des choses. Et donc si c'est encore inné en lui, il y avait cette force de persuasion. Il a réussi, tout simplement. Je ne veux pas dire à hypnotiser son monde, mais à le discipliner. Mais en réalité, moi c'est le premier symbole du consensus de la conférence nationale. Je n'avais pas envie de dire c'est le seul et l'unique symbole du consensus. Et j'aurai l'occasion de revenir. Moi, c'est le premier symbole. Parce que tout le monde a voté pour lui pratiquement. C'est le seul qui a emporté adhésion. Après, vous allez voir la délégation de Nicolas Soglo comme Premier ministre, vous allez voir la souveraineté, vous allez voir, parce que la conférence. Mais Monseigneur a emporté tout le monde. Donc, il était le premier élément. Donc, si le régime du PPB n'était plus crédible, si la constitution n'était plus utilisable, il faut quand même bien qu'il y ait une autorité qui se manifeste, qui sorte du lot. C'est à moi de tout ça. Vous ne pouvez pas mettre votre totem et même vous-même temps le piétiner. Donc, il y a eu, franchement, une confiance en l'homme. Et ce qui va vous surprendre, ce n'est pas que du côté des participants. Même Mathieu Kérékou. Je pense qu'il n'a pas vu venir. Et donc, l'irruption de ce prélat à la tête de la conférence nationale, je pense que ça a changé quelque chose en Mathieu Kérékou. Il a demandé à venir ce 21 février parce que les gens se chamaillaient. On ne savait pas. Donc, moi, j'ai questionné le bureau politique, le comité préparatoire. Tant qu'on Robert Dessous parle, on l'a eu. Donc, il fallait bien que quelqu'un au-dessus de... C'était Mathieu Kérékou. Il a demandé à venir. Il est arrivé.
Et je pense qu'à moins de 15 minutes, il a dit l'essentiel. C'est peut-être bon qu'on l'écoute. On va l'écouter, mais une question. Est-ce que cette légitimité forte dont vous parlez, quand elle se dégage autour de Monseigneur Isidore de Souza, justement, c'est plus que le poids de la Constitution et de tout le reste. Est-ce que Kérékou ne sent pas que les choses commencent pas à l'échapper là? Écoutez, Kérékou est un militaire. Vous savez, il faut mettre les deux. Kérékou est un militaire. C'est un chef militaire. Ça fait longtemps que Kérékou a vécu. Je voulais que le 6-7 décembre, Kérékou s'est libéré des poids du bas, du PPB. Et le pouvoir, lui, il avait seul le pouvoir. Il est soutenu par son armée. Enfin, l'armée de la République. Par l'armée de la République. Parce que l'armée, il faut lui être reconnaissant également. C'est une armée de la République. Elle a dit d'ailleurs à la conférence nationale, par la voix de ce chef d'état-major, le colonel Vincent Delosier, a dit. Donc, Kérékou savait que le pouvoir périclitait. Kérékou savait qu'il avait à un moment donné, quand vous n'avez pas les moyens de votre souveraineté, là où vous êtes, lorsque vous n'avez pas de quoi vous nourrir, de quoi vous loger, vous êtes souverain, vous êtes libre. Ça craint. Enfin, ça ne fait pas que craindre. Ça disparaît. Parce qu'il fait. Enfin, que d'aller voler. Et c'est puni par la loi. Allez commander, vous, Latifou, avec tout ce que on a investi sur vous, allez commander. Vous voyez donc, vous n'êtes plus l'homme. Vous n'êtes plus ce que. Donc, le Bénin de Mathieu Kérékou en 89 n'était plus souverain. Parce qu'il n'avait pas les moyens de sa souveraineté. Et je vous l'ai dit, ce n'était pas un problème politique. C'était beaucoup plus un problème économique. C'était beaucoup plus un problème économique, un problème de gestion. Donc, du coup, les antécédents politiques qui se sont concentrés depuis 1975 ont pu trouver. Donc, Kérékou savait, la conférence nationale, c'est une porte de sortie. Je vous l'ai dit, le lundi, il a parlé de charte d'union nationale qui servira de base à la rédaction d'une constitution. Un simple projet. Bon, non, parce que vous allez voir comment il a varié, il a évolué, parce que il est parti sur un postulat. Il savait que les autres ne lui feront pas d'eau. Et parce que lui-même ne leur avait pas fait de cadeau. Donc, c'est un jeu. Mais un jeu, il faut être vigilant. C'est un jeu d'adulte. Un jeu un jeu viril. Il fallait, on ne jouait pas. À la gala. C'était pas une soirée de gala, c'était pas un meeting politique. C'est sans âme, mais c'était pas une messe catholique non plus. C'était viril. Donc ça se joue dans l'antichambre pour sortir sur les planches. Donc, il fallait bien manipuler, manager le casting. Ça n'a pas été. Donc, ne prenez pas que vous il n'a pas découvert. Autant il a découvert Monseigneur dans toute sa plénitude et sa force. Mais Kérékou était aussi un autre posture qu'il fallait tenir. Je vous l'ai dit, entre le lundi 19 et le mercredi 21, Kérékou a marqué un point. Vous allez le voir, il faut l'écouter. Bien évidemment que vous l'avez rappelé, consultant, tout le monde, ou en tout cas la majeure partie des délégués réclamaient sa peau, le départ de Kérékou. Il savait bien évidemment qu'il avait le dos au mur. Comment va-t-il s'adapter et se racheter presque? En tout cas, commencer par se racheter. On va l'écouter. Se racheter, on verra bien tout à l'heure. Mais il faut lire, il faut que nos téléspectateurs suivent le discours. Il faut qu'ils, s'ils sont distraits, ils vont rater un des pas importants. Parce que dans la manipulation, enfin, dans la scénique, il y avait de la stratégie militaire. Ça dure une quinzaine de minutes, amis téléspectateurs, et on revient juste après. Ni au parti de la Révolution populaire du Bénin, qui n'a pas reçu mission d'organiser cette conférence, et il n'appartient pas aux seuls membres du comité national qui a organisé la conférence d'élaborer une constitution, alors que le document de base découle d'un consensus national obtenu à la suite de la réunion de toutes les forces vives de la nation. L'essentiel, il faut que cette conférence aboutisse à des résultats concrets et applicables sur le terrain. Personne ne peut tricher avec son prochain. Personne.
il n'y a pas de grande manœuvre politique ou intellectuelle à entreprendre dans cette salle. Nous voulons, en ce qui nous concerne, en finir avec les coups d'État civils ou militaires. Mais si l'histoire devrait un jour nous prouver le contraire, alors, Monseigneur, nous pensons que vous n'hésiterez pas à accepter de nous confesser. En effet, il a été dit clairement, noir sur blanc, que les travaux, les résultats de vos travaux, qui devraient normalement déboucher sur un consensus national, constitueraient le document de base à exploiter pour élaborer la nouvelle constitution. Donc, et nous venons nous dire, ce n'est pas le chef de l'État actuel qui va élaborer la constitution. En votre sein, si vous voulez aller vite et bien constituer une commission nationale. Mais si vous vous transformez par proclamation en une assemblée constituante, on ne vous prendra pas au sérieux. Car la convocation de cette présente conférence n'a été décidée que par décision. Nous n'avions même pas encore signé le décret. Un décret soit pris en conseil des ministres ou un décret simple, mais du fait, quelqu'un dit ah non, du fait que nous avons convoqué les instances suprêmes du système actuel en session spéciale, conjointe spéciale, les 6 et 7 décembre, nous pensons avoir accompli notre mission. Parce que, en dehors de ces instances supérieures du système actuel, il n'y a plus aucune autre autorité qui pouvait trancher les débats. Donc, la convocation de la présente conférence est légitime aux yeux du peuple béninois, aux yeux des peuples d'Afrique et du monde. Et c'est pourquoi tous les yeux sont tournés vers vous. Vous pouvez même aller plus loin. Rien ne vous empêche, comme nous l'avons fait nous, en ce qui concerne le suivi d'application de notre programme d'ajustement structurel. Nous avions une commission nationale de négociation. Nous n'étions pas membres en tant que tels, mais nous suivons le jour au jour les travaux. Et quand c'était bloqué, les uns et les autres venaient, soit la commission nationale toute seule, soit nos partenaires tout seuls, ou alors les deux pour nous consulter. Nous n'avions pas sacrifié les intérêts du peuple béninois, même si certains honorables membres pensent que, une fois parvenus à un poste de responsabilité, sont en mesure de remettre en cause le programme d'ajustement structurel. C'est faux. Il est incontournable. Et c'est une réalité. On n'a pas besoin de faire de la politique ou des sciences économiques pour croire que le Bénin pouvait se passer du programme d'ajustement structurel. À l'étape actuelle, les grandes puissances l'ont décidé.
Les sommets africains en sont conscients. Il n'est pas bon de parler quand on est chef de l'État. On risque de vendre les secrets, consciemment ou inconsciemment. Nous savons ce qui se passe dans le monde, contrairement à ce que les gens croient. Nous disons donc tantôt, vous pouvez même donc créer en votre sein, outre de la Commission nationale, nous disons Commission nationale, même si elle est technique. En résumé, Monsieur le Président, en dehors du comité ou la Commission nationale que vous pouvez créer en votre sein, ou en dehors de votre sein, mais que vous pouvez créer pour exploiter vos documents en vue d'élaborer la nouvelle constitution, nous ne pensons pas que c'est nous qu'il revient encore, alors qu'il y a toutes les sensibilités ici, de créer une telle commission. Première question. Nous disons, nous n'avons besoin de faire une proclamation pour suivre l'application des décisions qui seront prises ici. Vous pouvez également mettre une commission de suivi des mesures ou des décisions qui seront prises ici. Mais vous nous dites, il y en a qui disent, depuis que nous avions dit que le parti ne dirige plus l'État, que l'idéologie marxiste-léniniste n'est plus une idéologie de l'État, certains nous disent, et c'est la question que nous nous posons nous-mêmes, qu'il n'existe plus le gouvernement. L'État n'existe plus. Que nous sommes dans l'illégalité à l'heure où nous parlons. Et c'est cette inquiétude qui nous interpelle en disant, Monsieur le Président, est-ce que dans cette salle, il n'y a pas de cadre de haut niveau qui sont juristes, qui connaissent quelques notions, qui peuvent nous éclairer s'il y a des ténèbres dans la salle? La transition. Pour nous, que signifie la transition? Nous pouvons aller même très loin. Si vous voulez, dès maintenant et à la fin, que nous prenions des décisions hardies pour vous prouver votre bonne foi, pas la nôtre. Mais nous pouvons procéder à un remaniement ministériel. Mais ce qui n'est pas tolérable et ce qui n'est pas applicable, à notre avis, puisque nous ne sommes pas juristes, c'est de croire que le gouvernement actuel est démissionnaire, ou il va démissionner à la fin de vos travaux. Pour nous, le renouveau démocratique, certainement, a commencé à entrer dans sa phase d'application avec la tenue de cette conférence, avec la séparation du Parti de la Révolution populaire de Bénin et l'État. Le Parti de la Révolution populaire de Bénin ne dirige plus l'État. L'idéologie marxiste-léniniste n'est plus une idéologie de l'État. Parce que nous n'avions pas besoin d'attendre 70 ans, 40 ans, 50 ans pour faire le folklore chez nous au Bénin. Nous avons déjà tiré les leçons. Nous avions dit non. Nous avons juré devant
des corps constitués pour respecter la loi fondamentale. Pour nous, elle reste en vigueur, même si elle ne peut plus être appliquée dans son intégralité. L'Assemblée nationale reste encore en fonction parce que nous n'avions pas proclamé la dissolution des institutions actuelles. Le Parti de la Révolution populaire de Bénin est le Parti de la Révolution populaire de Bénin, mais il ne dirige plus l'État, il ne dirige plus le gouvernement. Mais ceux qui sont venus de près ou de loin, s'ils ont leur gouvernement, leur constitution, nous disons de déposer leur projet à la table du présidium. Et nous disons, l'Assemblée constituante nous ferait perdre du temps et nous n'avions pas de moyens. Donc, il faut aller vite et bien en désignant les cadres chevronnés, des hommes bien avertis pour nous élaborer la nouvelle constitution. Mais sans élection du président de la République, de l'Assemblée nationale, sans adoption de la nouvelle constitution, tout acte qui sera posé par cette conférence est un acte illégal. Nous avons entendu parler de coups d'État civil. Et certains disent, si les militaires font des coups d'État, pourquoi les civils ne le feraient pas? Alors comment on va nous prendre au sérieux? Il y a 5 coups d'État qui ont été déjoués ici. Nous avons été même loin avec des propositions concrètes. Nous avions dit que pour vous prouver notre bonne foi, si vous voulez que les différentes sensibilités commencent à faire l'apprentissage des responsabilités au sein d'un gouvernement, nous sommes en mesure de remanier le gouvernement après vos travaux. Mais qu'on ne nous dise pas démissionne. Voilà, Kérékou donc sait qu'il a le dos au mur, mais c'est le seul maître du jeu, en tout cas le seul maître à bord. On le découvre, hein, un stratège qui manie les mots comme un militaire aurait pu manier la mitraillette, et à la fois il évacue question par question. C'est un maître de jeu. Il n'évacue pas que les mots, il ne manie pas que les mots, il manipulait aussi, il manie aussi les idées et il répondait aux questions. Et il fait de la leçon de sciences politiques et de cours de droit public. Il faut le dire. La géopolitique aussi. Non, il fait le cours de droit public à ceux qui ont mangé les pédales. Comme je l'ai dit, ce qui est curieux, c'est que de 90, on a très peu, j'ai lu Baniga, mais en dehors de lui, je ne sais pas si d'autres ont écrit, mais on a très peu écrit sur la conférence nationale. Pourquoi? Alors qu'il y a assez de cas de figure, assez de situations, rien que les questions qu'il a, c'est la première chose. Les gens ont estimé que le gouvernement n'avait pas de légitimité pour convoquer et que la Constitution n'était plus applicable. Il a répondu. La conférence, les instances institutionnelles, constitutionnellement en place, avaient décidé. Donc, elle est légale et elle est légitime. Nous convenons de finir les élections. Donc, premier élément. Deuxième élément, une constituante veut dire que vous mettez de côté les organes actuellement en place. Parce qu'une constituante, pour sortir un avant-projet de constitution ou un projet de constitution et aller au référendum. Donc, ça veut dire que vous jugez peu le pouvoir. Et il dit, il ne sait pas si c'est un coup d'État. Et après, il dit, la transition, au départ, il dit, le principe, le gouvernement n'est pas démissionné à la fin de vos travaux. Mais si vous voulez, nous sommes prêts à faire un remaniement ministériel. Ceux qui ont des listes, allez les donner. Ils savaient, quand les gens étaient venus avec leur proposition, il y en a qui savaient déjà qui doit être mis. Donc, allez déposer vos propositions sur la table du président. Il faut lire. C'est un discours, c'est une intervention qui a duré un peu plus d'une heure en réalité. C'est une telle de 15 minutes. Mais il a balayé
les 48 heures ou les 72 heures, perte de diatribe, de bavardage, mais de bavardage compréhensible, de bavardage normal, de colère qu'on peut comprendre. Ouais, donc de lassitude. C'était un peu tout ça réuni qui libérait les gens. Donc certains sont allés un peu trop dans le vif. Donc, mais là où Kérékou, il fallait l'écouter. Et là où la classe politique, nos intellectuels, nos aînés, certains, en tout cas, n'ont pas pris la balle au bon, c'est qui dit, mais donc dans ce pays, dans cette assemblée, il n'y a personne pour nous éclairer en sciences politiques. Quand les choses viennent floues. Quand même dans le cas de... Est-ce qu'il y a actuellement la conscience? Est-ce que nous sommes dans une situation où de non-État sans pouvoir parce que la Constitution n'est pleinement applicable? Et il a dit, à notre avis, nous on n'est pas juriste, mais c'est faux, c'est toujours là, même si elle n'est pas réellement applicable. Et il avait raison. Il avait raison parce que, comme je vous ai dit, l'État béninois aurait disparu parce que l'État, comme je l'ai dit, c'est un territoire, c'est un gouvernement, c'est un pouvoir en place et, en la matière, un pouvoir qui n'est pas usurpé, qui régit d'une constitution. Il a prêté serment sur la même constitution quelques mois plus tôt. Il le rappelle donc, il ne peut pas. On ne peut pas dire que le pouvoir n'existait pas. Il existait, mais le pouvoir n'avait plus les moyens de sa politique. Et la Constitution, techniquement, ne pouvait plus rester en l'état. Il fallait bien une nouvelle. Et donc, c'est là, c'est le départ, une charte d'union nationale qui servira de base à la révision. La question centrale devrait être alors, qui va piloter ce document? Qui aura la même mise, la haute main là-dessus? Et je pense qu'après son départ, chacun a il a ouvert une brèche pour que la conférence prenne son envol. Parce qu'il a ouvert des brèches, il ne les a pas totalement fermées. Il dit, vous pouvez mettre en place une commission. Comme nous, on a mis en place une commission pour le pass, vous pouvez le faire. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir donc une commission de suivi. Un comité de suivi des décisions de la conférence nationale des forces vives. Et il dit, ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est vous. Parce que quand il le dit opportunément parce qu'il n'y a plus de parti au-dessus de... C'est lui qui incarnait l'État. Il est seul à bord au moment où il parle. Il sait qu'il est obligé de prendre une légitimité de cette assemblée-là. Et c'est ce qu'il a fait. Il leur retourne la balle. Nous, on est là, on vous attend. Faites tout ce que vous avez envie de faire, mais surtout pas, ne nous dites pas d'émission. Parce que c'est nous qui incarnons l'État, c'est nous qui incarnons le pays, c'est nous qui incarnons la continuité de la Constitution. C'est nous qui incarnons le pouvoir public, même si la Constitution est absolument applicable, nous restons là. Alors, nous avons pas dit serment. Donc, une nouvelle Constitution, une nouvelle élection pour que nous puissions passer la message. Je ne pense pas que quelqu'un puisse nous dire le contraire, sauf à valider un coup d'État. Ça, je pense que c'est une leçon de Mathieu Kérékou à la classe politique de Mathieu Kérékou, à l'intelligentsia, qui n'a même pas pris la balle au bon. La preuve, pas trop d'inspiration sur la question. D'ailleurs, a fini de comprendre cette séquence-là. On le comprendrait, en tout cas, on comprendrait certaines de ses positions sur, on va dire, les intellectuels béninois. Non, c'est pas là qu'il a appris. C'était bien, enfin, c'est encore l'une des illustrations. Des illustrations. Alors, peut-être aussi regretter quelque chose quand on finit de l'écouter dans cette séquence, c'est le fait que les cadres haut placés de l'État ne retournent pas à l'université. Ça aurait pu être beaucoup à gagner pour les étudiants, finalement, tout ça devant un amphi. Oui, écoutez, moi je pense que je déplore qu'on n'ait pas eu assez de production, de bas. Vous savez, après la conférence nationale, on a évacué le PAP, on a continué, on a géré au jour le jour, on n'a pas regardé très loin, parce qu'on n'a pas regardé d'où on est venu. C'est ça l'approche nouvelle d'aujourd'hui. Et la sortie du président Talon avant-hier, vous le remettez dans ce contexte-là, vous verrez deux visions. On peut les coller. On peut coller ce qu'a dit le président, à ce que disait Mathieu Kérékou. On peut coller. Un peuple doit être un peu fier, responsable et travailleur. On doit avoir de la vision. On doit avoir le sens de l'État. Et le sens de l'État oblige à l'abnégation, au travail, à la lutte contre l'impunité. Donc, à l'impartialité dans la gestion des affaires publiques. Donc, ce que déplore Kérékou, c'est que justement les gens n'aient pas travaillé. Aujourd'hui, les gens ont pris l'occasion de la conférence nationale pour venir et maintenant ils veulent gagner facilement le pouvoir parce qu'ils ont profité un peu de la facilité, des difficultés actuelles du système. Non. Donc, on n'a écouté que 15 minutes.
Si on avait écouté les 30, les 58 minutes ou bien les 65, 36 minutes de son intervention, vous verrez qu'il a balayé. Mais quand il a quitté là, il n'y avait plus rien à dire. A dit que dès qu'il a quitté, la conférence a repris parce que là maintenant, il a mis les choses en ordre. On savait maintenant que la transition, oui, il faut mettre en place un programme pour la transition. Après, c'est pas le PPB qui connaîtra des conclusions. Ce sera une commission nationale mise en place au sein de la conférence nationale. Et donc, quand ces deux éléments sont réglés, tout était jouable. Mais il savait également que s'il n'y avait pas encore le décret convoqué à la conférence nationale, et ça va être la bataille prochaine qui va être menée entre ce mercredi-là. Je pense que le décret est sorti le vendredi 23 février. Le décret a été finalement signé. 2 jours après son passage. Et 5 jours après le lancement de la conférence, qui devrait s'achever le samedi 24, mais normalement a été prolongé de quelques jours pour s'achever le mercredi 28. Ça fait la 5e journée, je ne vais plus m'embrouiller sur l'arithmétique, la 5e journée que nous faisons, on va dire, ce périple-là, nous allons le possible, c'est bien évident. Lundi prochain, vous reprenez le... Oui, on aurait raté la 6e, la 7e. Mais bon, journée. La 7e, on peut l'évoquer rapidement dimanche lors du décryptage. Sans nous a plaisantir beaucoup, mais la 6e et la 7e journée, on va voir, c'est des journées de réflexion, de stratégie. C'est plus calme. C'est plus calme. Mais toujours déchaîné. Non, plus déchaîné. On est rentré en stratégie maintenant. Il fallait organiser. Le chef a ouvert la transition. Il faut maintenant l'organiser. La lutte de pouvoir, la lutte de positionnement, la lutte de stratégie. Et puis le chef a ouvert. Et puis il y a une nouvelle conquête, doit être la charpente. Donc, on est maintenant, on a fini avec le procédé, même s'il y en a encore quelques nostalgiques, enfin il y en a suffisamment reçu des coups, qui voulaient en donner tous les jours. Mais en dehors de ça, il fallait entrer dans les perspectives. Et après le départ de Kérékou, ce mercredi 21 février 1990, la conférence a effectivement pris son envol, les débats ont repris et des débats fructueux pour l'avenir. La suite, on le verra lundi, bien évidemment, quand on l'évoquera brièvement dimanche dans, on va dire, le décryptage donc de la semaine politique. Tous les dimanches, vous le savez, c'est un autre rendez-vous politique. Alors, on le verra. En attendant, peut-être un tout petit mot pour, non pas résumer, non mais pour mettre un thème à cet entretien. Non, écoutez, un petit mot, c'est ce qui se passe au niveau donc des forces pour un Bénin émergent. Vous savez, on parle de charisme, on parle on parle de stratégie, on parle donc de vision. Et moi, je voudrais demander au président Boniaï de regarder ces images et de... Surtout la coïncidence de faire ce que certains lui ont proposé, quitter la scène pour quelque temps. Je pense qu'il a besoin de quitter la scène pour quelque temps. Il est trop dans la passion. Il est encore trop il a qu'à libérer les siens. Hein? FCB, on a été tous FCB. Beaucoup ont été FCB. Beaucoup sont aujourd'hui dans tout. De regarder, depuis qu'il est venu en 2006, tous ceux qu'il a mis autour de lui, la plupart lui ont déjà tourné le dos. Tous ceux qui ont travaillé, les gens qui ont fait 8 ans au gouvernement, 6 ans au gouvernement, 5 ans au gouvernement, ministre d'État, ministre, vice-premier, premier ministre, tous ces gens-là, moi, lui a tourné le dos. Pourquoi il n'analyse pas en lui-même pour voir que c'est un problème à l'interne? L'image qu'il donne d'FCBE, c'est une image déplorable. Pour quelqu'un qui a tourné le dos, pour les gens qui ont dit le récépissé est mauvais hier, et aujourd'hui veulent le récupérer et tous les autres en dérision les prendre comme des ce qui est dommage. Pour ce qu'on a lu des 41 qui ont signé, des signatures colmatées ici et là, c'est déplorable. Je pense que c'est pas une bonne. Quand on parle de conférence nationale, 30 ans après, nous ne devons plus encore nous retrouver dans ce système où un chef d'État pense qu'il tient un peu, surtout quand il n'est plus au pouvoir. Il faut libérer les forces, il faut laisser les gens aller là où ils veulent. Et lui, il va être le dernier recours. Mathieu Kérékou, même affaibli, est entré dans la salle de conférence le 19 avec tous les anciens présidents de la République. Un ancien président, c'est le premier conseiller de nouveau. Et pour qu'il soit le premier conseiller, il faut que ce soit lui-même, il soit en prédisposition pour conseiller. Je pense que le président Yahi, ça va vous surprendre, mais c'est lié, c'est bien lié. Le seul mercredi 21 février 1990, Mathieu Kérékou a fait preuve d'humilité. C'est un stratège, il a tout joué, il a tout remis, mais il a eu les mots qu'il fallait avoir. Un chef, c'est ça. Un chef militaire. Que lorsque vous allez diriger le pays pendant 10 ans, vous devez apprendre
avoir les mots qu'il faut pour pouvoir gérer les circonstances qui viennent. Et le président Yahi est en train de totalement d'effacer tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a écrit de bon. Je pense qu'il reste encore des parties à prélever, c'est l'occasion. Les gens lui ont conseillé. Moi, je vais le dire avec beaucoup d'humilité, c'était mon papa, j'allais le sortir totalement de la scène et assumer la responsabilité. Je l'ai sorti parce que l'image qu'il donne n'est pas une image positive, c'est pas une image de rassembleur, c'est une image de diviseur et c'est pas une bonne chose. Donc, c'est une demande de bien vouloir accepter de quitter la scène, de laisser les siens se libérer et que bon, de toute façon, il est encore assez jeune. À 65 ans, on est encore fringant. Lui, donc, il a encore du temps pour revenir. Et il a encore, je pense qu'il a des rôles à jouer au niveau de l'Afrique. Il a des rôles à jouer dans d'autres instances. Il a des rôles à jouer. Pourquoi penser que tout doit se jouer dans ce petit pays, dans ce petit camp politique, alors que la classe politique se renouvelle? Nous changeons de paradigme, nous changeons de situation. On n'est plus dans la dynamique d'hier. Donc, il faut que... Et les autres qui sont autour, est-ce qu'ils ont quelques prébendes et ils se maintiennent? Je pense qu'il faut... Ils essayent de quitter dans ça, comme on le dit. C'est vraiment un appel très, très modestement pour quelqu'un qui a gravité un peu autour, qui a cru. C'est un appel pour que le calme revienne et surtout que soit donné aux idées et surtout aux idées novatrices dans le cadre du développement durable de notre pays. Il faut qu'on pense pays et que nos égos soient progressivement lâchés. Il n'y a pas meilleur que le chef pour l'incarner. Et au niveau de FCBE, le président Yahi doit pouvoir l'incarner parce qu'il est le chef moral de ceux qui ont pris la RCPC et qui sont les détenteurs légitimes. Donc, et de la légalité, les détenteurs de la légalité, enfin de la continuité de FCBE. C'est eux qui représentent aujourd'hui la FCBE. Là, on n'a pas besoin de géomancie pour le savoir. Donc, ça, c'est eux. Maintenant, il faut négocier avec eux. Et si on ne veut pas, on attend un nouveau congrès. Mais dans le cas d'espèce, ça ne fait pas gaille. Alors voilà, donc c'est par cet appel que nous allons mettre un thème à cette 5e matinée, bien évidemment consacrée à la célébration du trentenaire de la conférence des forces vives de la nation. On va remettre le pouvoir aux hommes de la matinée. Avec toutes nos excuses quand même aux invités de Olali qui ont dû faire preuve de beaucoup de patience pour cette séquence, c'était nécessaire. Ce 21, il y a eu de l'ordre. De l'ordre. À PLM, il faut que l'ordre vienne ici aussi. Voilà. À lundi.